Chapitre 7. Violette a disparu. Je ne sais pas comment se débrouille Violette, mais moi, être le nouveau, j'ai horreur de ça. D'autant que je redouble ma quatrième et que je suis le plus grand de ma classe. Il faut bien y passer pourtant. Je n'ai pas le choix. Ce matin, en partant travailler, papa et maman nous ont conduits, ma sœur à l'école du village et moi au collège, quelques kilomètres plus loin. Et papa m'a dit en me quittant: à 4 heures, le quart de ramassage vous déposera tous deux devant la villa. J'espère que vous serez sages. Nous ne rentrerons pas avant 7 heures. J'ai fait oui de la tête. Garder ma sœur, j'ai l'habitude. Depuis qu'elle est au CP, c'est moi qui m'en occupe le soir, après les cours. Je compte sur toi, mon grand, a insisté maman. Veille à ce que Violette ne fasse pas de bêtises. Un accident est si vite arrivé. T'en fais pas, maman, je la surveillerai, promis juré craché. On s'est embrassés, puis la voiture a redémarré, et je suis restée tout seul devant le collège, avec un tas d'inconnus qui chahutaient dans la cour de l'autre côté du portail. À peine entré en classe, le prof de français, qui est aussi notre prof principal, m'a fait monter sur l'estrade. Je vous présente Cyril Decoing, qui vient de s'installer dans notre commune, a-t-elle annoncé. J'espère que vous lui ferez bon accueil. Salut, ai-je lancé à la ronde. Quelques coin confusés ici et là, mais j'ai l'habitude. C'est chaque fois pareil. En entendant mon nom, il y a toujours des petits malins qui te prennent pour des canards. C'est pas très original et ça dure depuis la maternelle. Je me suis installée sur le banc du fond parce qu'il ne restait plus d'autres places libres. Ce n'est vraiment pas marrant d'être le nouveau. Les élèves me lancent des regards furtifs par-dessus leur épaule en se chuchotant des trucs entre eux. Parfois ils se retournent, se poussent du coude et pouffent de rire. Je me demande vraiment ce qu'ils me trouvent de si drôle. Je me force de suivre la leçon, mais j'ai la tête ailleurs. Je pense à l'étrange découverte d'hier. Sûr que, si ces idiots étaient au courant, ils ricaneraient moins. Les heures passent, les profs se succèdent, les récrés aussi. Quand arrive 4 heures, je ne me suis pas fait un seul copain et la journée m'a paru interminable. C'est avec soulagement que je grimpe dans le car qui me ramène chez moi. Devant l'école primaire, Violette embarque à son tour. Ah, enfin quelqu'un à qui parler. J'ai rarement été aussi content de retrouver ma sœur. De mon siège, je lui fais de grands signes. Il y a une place à côté de moi. Mais elle me tourne ostensiblement le dos. J'en reste estomaquée. En vitesse, je fais mon examen de conscience. Pourquoi Violette m'en veut-elle? J'ai beau me creuser les méninges, aucun souvenir de dispute ne me revient. Au contraire, on était plutôt copains hier soir. La découverte de la chambre rose nous trottait tellement dans la tête qu'on n'a même pas pensé à s'engueuler, comme on le fait d'habitude. Partager un secret, ça rapproche. Qu'est-ce qui lui prend? Mine de rien, je l'observe. Les bras croisés, le regard fixe, elle boude. Ma sœur a vraiment le plus sale caractère du monde. Et, manque pas de bol, il a fallu que ça tombe sur moi. Et si? Mais oui, évidemment. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ce n'est pas moi qui suis la cause de sa mauvaise humeur, mais cette fameuse première journée d'école. Ça s'est sans doute mal passé pour elle aussi, et elle me le fait payer. En tout cas, mieux vaut ne pas lui poser de questions. Elle serait capable de m'envoyer sur les roses. J'en suis là de mes réflexions, quand les murs de la villa se profilent à l'horizon. Quelques minutes plus tard, toujours sans échanger un mot, nous poussons la grille pour rentrer chez nous. Bois ton chocolat, Violette. Ma petite sœur me lance un regard noir. Je t'ai dit que j'en veux pas. Je préfère le coca. On ne boit pas de coca au goûter. Toute raide de colère, Violette me dévisage. Pour qui tu te prends, monsieur, je sais tout à me donner des ordres? Je me redresse de toute ma taille de grand frère particulièrement grand. J'ai promis à maman de m'occuper de toi. Alors tu bois le chocolat que je t'ai préparé ou je me fâche. Pas te faire voir, rage Violette. Et, furieuse, elle repousse sa chaise pour se ruer vers l'étage. Je lui emboîte aussitôt le pas. Reste ici! Compte là-dessus! Je préfère m'enfermer dans ma chambre que de voir ta sale bobine une seconde de plus. Avec un soupir d'agacement, je retourne à la cuisine. Elle est de plus en plus insupportable, cette fille. Dommage quand même. La vie pourrait être tellement chouette ici, si elle voulait. Quand on habitait l'HLM, c'était normal qu'on soit tout le temps en rogne. On manquait de place.
Dès qu'un de nous deux bougeait, il gênait l'autre. Si Violette allumait la télé, je n'arrivais plus à faire mes devoirs. Si je recevais un copain, elle s'enfermait dans les toilettes, soi-disant pour avoir la paix, et plus personne ne pouvait y aller. Et sitôt que je mettais un disque, elle se bouchait les oreilles en prétendant que c'était nul. Mais dans la Villa Rostet, il y a tellement d'espace que ça donne le vertige, sans compter le jardin. Alors, je pensais qu'on allait mieux s'entendre. C'était bien parti pour, avec cette histoire de chambre rose. Et là, d'un seul coup, voilà Violette qui redevient odieuse. Tout en débarrassant la table, je rumine. Ça va pas être gai si j'ai le droit tous les jours au même numéro. Ils en ont des bonnes, maman et papa. Me confier ma sœur, c'est très joli, mais encore faut-il qu'elle m'obéisse. Et ce soir, je leur en parlerai. Ils n'ont qu'à trouver une solution, moi j'y renonce. Après tout, c'est leur faute si elle est aussi insupportable. Qu'ils assument, ou qu'ils la mettent au pas, ou qu'ils prennent une baby-sitter. Moi, je n'aurai pas la responsabilité de cette tête de mule. Enfin, tant qu'elle est dans sa chambre, je suis tranquille. C'est fou comme le temps passe vite quand on est absorbé. Le bruit de la clé dans la serrure me tire de mon devoir de maths. Alors, Cyril, comment s'est passée cette première journée de classe ? Demande papa en retirant son veston. Bof, pas génial. Il n'y a que des ploucs dans ce collège. Violette n'est pas avec toi ? S'étonne maman. Elle boude dans sa chambre. J'en ai vraiment marre de ses caprices, tu sais. Avec un sourire indulgent, maman me passe la main dans le cou et me caresse la nuque. Vous vous êtes encore chamaillés ? Elle rechigne surtout, m'envoie balader dès que je lui dis la moindre petite chose, me traite de tous les noms. C'est pénible. Elle n'a même pas voulu goûter. Tu manques de patience avec elle, dit papa. Il ne faut pas la prendre à rebrousse-poil, mais plutôt la raisonner, lui expliquer. Le déménagement l'a perturbée, reprend maman. Donne-lui le temps de s'habituer à sa nouvelle vie. Tu verras, dans quelques jours, ça ira mieux. Rien n'est moins sûr, mais allez discuter avec des entêtés pareils. Ils sont persuadés que leur fille est la 8e merveille du monde. Je lève les yeux au ciel, et à ma mimique, ils voient bien que je ne suis pas de leur avis. Tu as l'air d'un vieux professeur dont on a bafoué l'autorité, rigole papa. Va prévenir ta sœur que nous mangeons dans 10 minutes, ajoute maman, en sortant des steaks hachés du congélateur. Hamburger maison et frites bien croustillantes, ça vous dit ? Les mères connaissent les mots magiques qui viennent à bout de toutes les contrariétés. Ok, je monte la chercher. Comment elle arrive à préparer des hamburgers maison en 10 minutes ? Moi, je mets beaucoup plus de temps, le temps de faire la petite compotée d'oignons ou d'échalotes, tout préparer. Ils doivent pas être très fun, ce hamburger. Violette, viens manger. Pas de réponse. J'entrouvre la porte de sa chambre. Allez, on fait la paix. Arrête de... Tiens, il n'y a personne. Tu te caches ou quoi ? Je jette un coup d'œil sous le lit, dans l'armoire, derrière le bureau. Pas plus de Violette que de carambar dans un bocal de cornichons. À tout hasard, j'inspecte la salle de bain, la chambre de papa et maman, la mienne et les 4 autres pièces de l'étage. En vain. Une bouffée d'angoisse me saisit. Elle a dû descendre au jardin sans que je m'en rende compte, pourvu qu'elle n'a pas fait de bêtises du genre grimper aux arbres et se casser la figure. Je redescends en trombe. Que se passe-t-il ? S'exclame maman en me voyant passer. Je ne la trouve pas. Elle doit être dehors. À tous les coups, elle a rendu visite à la statue d'Emma. Je cours à la clairière. Violette ! Violette ! La clairière est déserte. Chapitre 8. La poupée enterrée. Le fumet des hamburgers qui grillent, je ne connais rien de meilleur. Mais pour une fois, je le remarque à peine. L'inquiétude me tord l'estomac, me serre la gorge et me bouche les narines. Inutile de repasser par la cuisine d'alarmer maman. Sans me faire remarquer, je remonte en 4e vitesse. Il n'y a plus qu'un endroit où peut se trouver ma sœur. Un seul. Et rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Sans m'arrêter au premier étage, je file directement au second. Gagné. Le placard a été déplacé. Au fond du couloir, juste en face de moi, j'aperçois la porte de la chambre rose. À la fois soulagée et inquiet, je m'y précipite. Violette ? Qu'est-ce que tu... Sur le seuil, je m'immobilise, à nouveau saisie par l'étrangeté de la pièce. Elle semble si peu réelle, comme si le temps qui a lentement dégradé la maison
n'avait eu aucune prise sur elle, comme si un pouvoir mystérieux l'avait empêchée de vieillir. Tout m'inquiète ici. Ce papier peint à bouquet, ces petits meubles, ces coussins garnis de rubans, ces mignons bibelots, les arabesques pastels de ce tapis, ces lampes aux abat-jours en forme de jupons, et surtout cette fenêtre murée derrière son rideau de dentelle. Cette fenêtre murée transformant la charmante chambrette en... Une brusque montée d'angoisse me saisit. En une sorte de tombeau. Assise sur le tapis, Violette me tourne le dos. Elle a étalé les poupées autour d'elle et chantonne en langeant un bébé de cire. Mon arrivée ne l'interrompt même pas. Comme elle paraît à l'aise dans ce rôle de petite maman. Trop. Beaucoup trop. D'habitude, elle est plutôt du genre garçon manqué. On me l'a changée ou quoi? L'espace d'un éclair, j'ai l'étrange impression que cette chambre est la sienne, que ces jouets sont les siens. Mais ce sentiment est si fugace qu'il s'estompe aussitôt. Déjà, je la houspille. Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde se demande où tu es passé. Je croyais que tu ne voulais plus remettre les pieds ici. Elle se retourne lentement. En général, et malgré son sale caractère, Violette est plutôt mignonne comme fille. Un petit visage impertinent, une bouche garnie de fossettes, des yeux bleus pleins de malice. Eh bien là, subitement, je la trouve laide, affreuse. Et cette constatation me glace. Entre ses paupières filtre un regard mauvais. Ses lèvres sont presque blanches à force d'être pincées. Une grimace haineuse fronce son nez. Même dans ses pires colères, je ne lui ai jamais vu une expression pareille. Franchement, elle exagère. Tout ça pour une petite dispute de rien du tout. Ma parole, c'est plus une punaise, ma sœur, c'est une migale. À croire que les araignées de la villa Rose Dotée déteignent sur elle. Fiche le camp, pauvre débile, me jette-t-elle d'une voix éraillée. Suffoquée, je mets un petit moment avant de répliquer. À ton aise, ma vieille, mais ne te plains pas s'il ne reste plus de hamburgers. Dignement, je tourne les talons. Je m'en fiche pas mal, siffle Violette dans mon dos. C'est la réponse la plus ahurissante que j'ai jamais entendue. Surtout quand on connaît la gourmandise de ma sœur. Où vas-tu, ma chérie? Demande maman du fond de son fauteuil. Tu ne regardes pas la télé avec nous? La soirée télé, c'est le meilleur moment de la journée. On se pelotonne tous les 4 sur le sofa, même des fois tous les 5 avec Rambo. Des provisions de chips, de canettes de coca à portée de main. Les jours de classe, le programme s'arrête à 9h30 pour ma sœur et moi. Mais le week-end, on peut suivre le film jusqu'au bout. Moi, j'adore ça, surtout quand il y a des westerns. Je préfère aller faire un tour au jardin, répond Violette. Ne tarde pas trop, hein, dit papa. Puis il se replonge dans les infos. Par la fenêtre, on peut admirer le coucher de soleil. Le ciel est couleur jus de groseille et les silhouettes des arbres qui se détachent dessus ressemblent à des ombres chinoises. Aucune émission ne vaut ce spectacle. Finalement, moi aussi, je sortirais bien. Et pas seulement pour admirer le paysage. L'attitude de ma sœur me reste sur le cœur. Il faut qu'on s'explique une bonne fois pour toutes. Le calme du soir, c'est idéal pour se réconcilier, non? Attends-moi, Violette. Violette fait celle qui n'entend pas, et le temps que je m'extirpe des coussins, elle est déjà dehors. Elle ne va quand même pas me tirer la tête jusqu'à la Saint-Glingla. Où court-elle? Au lieu de se diriger vers les bois, comme je m'y attendais, elle contourne la villa. Intriguée, je la suis discrètement. Elle se glisse dans le garage, dont elle ressort 3 secondes plus tard armée d'une bêche. Puis elle traverse la pelouse et s'engage sous les arbres. Silencieux comme une ombre, je continue ma filature. Je dois être douée car elle ne me repère pas. Un vrai Sherlock Holmes. L'un derrière l'autre, nous atteignons la clairière. Une lumière orange la baigne. Dans les branches du saule pleureur, les oiseaux s'égosillent. Violette se plante devant la statue d'Emma. Un long moment, elle reste là, immobile, à scruter les traits de pierre. On dirait presque... Mais non, je divague. Si elle est aussi attentive, c'est simplement parce qu'elle écoute le chant des oiseaux. Un instant, j'ai eu l'impression qu'elle communiquait avec la statue. Je hausse les épaules en me moquant de moi-même. J'ai vraiment trop d'imagination. D'ailleurs, le dialogue entre Violette et Emma s'est rompu et ma sœur furait à présent derrière les bancs,
à quatre pattes dans la mousse. Elle semble chercher quelque chose. Ah! Elle se redresse, un sourire de triomphe sur le visage. Puis, elle plante sa bêche dans le sol, crache dans ses mains et se met à creuser. Qu'est-ce que ça signifie? Je retiens mon souffle. Où Violette trouve-t-elle une énergie pareille? Oh, vous l'avez! J'espère que vous l'avez. Je suis heureuse. Je pense qu'il s'en est inspiré, il a dû le lire enfant et ça lui est revenu. Alors, petite pause, désolée dans la lecture, c'est une vidéo je crois que c'est une interview de Jordan Bardella sur un journal télévisé, je ne sais plus lequel. La présentatrice lui montre plein de photos de dirigeants et dirigeantes politiques et pas que. Et en fait, à chaque fois, elle lui demande qu'est-ce que vous aimeriez leur dire. Et parmi tous ces gens, il y a notamment Trump et Poutine. Et à chaque fois, elle répond mais où trouve-t-il toute cette énergie? Et tu sens tellement que le gars n'a pas préparé son interview, que c'est terrible, quoi. Qu'il ne sait pas quoi dire. Et qu'en même temps, il y a des choses qu'il ne sait, qu'il ne peut pas dire forcément, parce que sinon, les gens se rendraient compte qu'il est peut-être pas si charmant. Donc voilà, ça me fait beaucoup rire. Et là, le où Violette trouve-t-elle une énergie pareille m'y a fait tout de suite penser. Voilà. Ce moment est dédié à Zulu, qui adore les anecdotes de ce genre. Cramoisie, en âge, la frange collée sur le front par la sueur, elle travaille comme un véritable terrassier. Devant elle, le trou s'agrandit. Soudain, elle lâche l'outil, tombe à genoux et farfouille des deux mains dans la terre. Une idée insensée m'assaille brusquement. Ma petite sœur est en train de déterrer un cadavre. C'est comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. Insensiblement, un crépuscule bleuâtre a remplacé les lueurs dorées du couchant. Dans les arbres, les oiseaux se sont tus. Un silence de mort règne à présent sur la clairière. Dans ce silence de mort, la voix de Violette s'élève tout à coup. « Marguerite !» s'écrie-t-elle en saisissant quelque chose au fond du trou. « Aïe, aïe, aïe ! Mes pires soupçons se confirment !» Dans un dernier effort, elle arrache sa trouvaille à la boue. Ce qu'elle extirpe du trou est couvert de terre et a la forme d'une petite fille. Une toute petite fille, de 50 centimètres environ. « Je l'ai !» clame-t-elle en exhibant ce qui n'est autre qu'une poupée. Enfin, ce qu'il en reste, un débris de poupée, chauve, sans yeux et avec une jambe en moins. Sa découverte dans les bras, Violette se met à danser dans la nuit tombante. « J'ai retrouvé Marguerite !» chante-t-elle sur tous les tons. Un frisson me parcourt de la tête aux pieds. Je n'ai pas reconnu sa voix. Chapitre 9. Une rouquine surnommée Dico. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? L'exclamation venant de la chambre de Violette me tire de la salle de bain, ma brosse à dents en main. Illico, je me précipite aux nouvelles. Debout devant le lit de ma sœur, maman désigne d'un doigt dégoûté ce qui est posé sur l'oreiller. « C'est Marguerite, » dit Violette, en la serrant contre son cœur. « Où as-tu trouvé ça? Dans le jardin. Elle est belle, non? » « Belle? » Maman éclate de rire. « Moi, je la trouve bonne pour la plus belle. Mais si elle te plaît, c'est l'essentiel. Allons, lève-toi maintenant, tu vas être en retard à l'école. » Puis elle descend dans la cuisine, préparer le petit déjeuner, nous laissant en tête à tête, ma sœur et moi. La nuit n'a pas dissipé mon angoisse d'hier soir. Pourtant, j'ai bien dormi. Depuis dimanche, le tapotement a cessé. Par contre, j'ai fait un cauchemar. Un cauchemar dont Violette était l'héroïne. En général, au réveil, on se souvient plus de ses rêves. La lumière du jour les efface. Mais là, chose curieuse, chaque détail est resté gravé dans ma mémoire avec une étonnante précision. Je bouquinais tranquillement au salon quand soudain, des cris affreux jaillissaient de la chambre rose. C'était la voix de ma sœur. La croyant en danger, je montais les escaliers 4 à 4 pour lui porter secours. Mais, contrairement à ce que je supposais,
Personne ne lui faisait de mal. Elle était toute seule et hurlait, en se tordant sur le tapis comme un ver de terre coupé en deux. J'avais beau lui demander ce qu'elle avait, si elle était blessée, malade, elle ne me répondait pas. Et je restais en face d'elle, affolée, à essayer de comprendre ce qui se passait. Si ça se trouve, elle a peut-être un calcul rénal. Hein. Ça fait à peu près ça, un calcul rénal. Brusquement, elle se figeait en gémissant. Ma, 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 ma. C'est alors que je réalisais l'abominable vérité. Violette était en train de se changer en poupée. Une poupée ancienne, aussi grande qu'un mannequin, avec une robe à volants et une couronne de fleurs dans ses boucles blondes. Horrifiée, je la serrais contre moi en pleurant. Je l'appelais « Violette, Violette !» Je la secouais dans l'espoir insensé qu'elle redevienne elle-même. Mais sa peau était froide, ses yeux d'une fixité affreuse, son corps raide et sans mouvement. Et moi je l'embrassais en la suppliant de ne pas m'abandonner. Réchauffée par mon étreinte, elle reprenait tout doucement vie. Et même si elle me souriait, j'étais fou de joie. Son sourire grandissait, découvrait peu à peu ses dents, des dents tranchantes, comme des lames de rasoir. C'est à l'instant où ses dents se refermaient sur ma gorge que je me suis réveillée. Subitement, j'ai l'impression que le cauchemar continue. Car comme hier soir, comme cette nuit, ma sœur me semble différente, étrangère. Elle me fait l'effet d'être une autre personne. Je deviens dingue ou quoi? Tu veux ma photo? Grince Violette en retroussant ses lèvres à la manière d'un rat. Son agressivité dissipe mon angoisse. D'un coup, la moutarde me monte au nez. Mais tu m'emmerdes à la fin à être sans arrêt de mauvais poil. Je regarde Marguerite. Je regarde Marguerite, c'est tout. Tu l'as lavée? Les yeux de Violette rétrécissent jusqu'à n'être plus que deux fentes vénéneuses. Comment tu sais qu'elle était sale? Tu m'espionnes? Bah, tu l'as trouvée dans le jardin, non? C'est bien ce que tu viens de dire à maman? Ma sœur se plante en face de moi dans une attitude menaçante. Écoute-moi bien, Cyril. Sinon tu pourrais le regretter. Si jamais tu recommences à me surveiller, à me donner un ordre ou à m'empêcher de faire ce que je veux, ça risque de tourner mal pour toi. Très, très mal. Avec une sorte de ricanement de défi, elle répète plusieurs fois. Très mal. Très, très mal. Ma patience a des limites et cette chipie les a largement dépassées. L'empoignant par le devant de son t-shirt, comme dans les séries policières, j'articule en détachant chaque syllabe. Écoute bien, espèce d'avorton. Le jour où tu me feras peur, les poules auront des dents. J'en ai ras-le-bol de devoir jouer les superwoman. Alors tu baisses d'un ton, je t'en colle une, compris? Lâche-moi, pauvre nouille, rage Violette en se dégageant. Et ne remets jamais tes sales pattes sur moi, sinon... Sa voix bizarrement rauque me fait courir un frisson le long de la... Ah, fallait la... Attendez. Lâche-moi, pauvre nouille, crache Violette en se dégageant. Et ne remets jamais tes sales pattes sur moi, sinon... Sa voix, bizarrement rauque, me fait courir un frisson le long de la colonne vertébrale. Sans plus s'occuper de moi, Violette attrape son cartable et descend. Sinon... Quoi? La menace, restée en suspens, résonne encore à mes oreilles, comme un écho. Lentement, je retourne à mes ablutions. Oh zut! En pressant le tube de dentifrice, j'en ai fichu partout. Ce n'est pas ma faute. Ma main tremble. Je peux m'asseoir à côté de toi? Surpris, je lève la tête. Debout dans l'allée qui sépare les bancs, une grande rouquine me sourit. Oui, si tu veux. Moi, c'est Maud, mais tout le monde m'appelle Dico. Et toi? Cyril? Pourquoi on t'appelle... Pardon, c'est l'eau. Ce qui remonte, ça fait de faire des rototos. Cyril, pourquoi on t'appelle Dico? Bah, à cause du Larousse, tiens. Je dois avoir l'air éberlué car elle reprend avec un peu d'agacement. T'es pas un rapide, toi, dis donc. Tu
comprends vite, mais il faut t'expliquer longtemps. Larousse, c'est une marque de dictionnaire. Comme je suis rousse, tu piges? Bon, ça y est, cette fois j'ai compris. Quel surnom marrant! Si ça t'amuse, tant mieux. Les blagues idiotes, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Madame Leroy, la prof d'histoire géo, arrive au même instant. Un peu de silence, les enfants, réclame-t-elle en frappant dans ses mains. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tragique épisode de notre histoire. Le massacre de la Saint-Barthélemy. Elle se tourne vers le tableau et inscrit en lettres capitales Paris, nuit du 23 au 24 août 1572. Ma voisine en profite pour me glisser à l'oreille. T'es sûre que je te dérange pas? Je n'ai pas le temps de répondre. Madame Leroy se retourne et la fusille du regard. J'ai dit silence, rugit-elle. Quand on ne peut pas communiquer par la parole, il reste l'écriture. Tous les muets vous le diront. J'arrache précautionneusement une feuille à mon cahier de texte sur lequel je marque. Au contraire, je commençais à me sentir un peu seule. Puis je la plie et je la passe à la rouquine. Au cours de cette nuit tragique, plus de 3000 protestants trouvèrent la mort, poursuit Madame Leroy. La réponse de Dico ne se fait pas attendre. Je te demande ça parce que, en général, personne ne veut s'installer près de moi. Ils prétendent que les rousses, ça pue. Est-ce que tu trouves que je pue? Décidément, mon opinion ne change pas. Les élèves de cette classe sont une bande d'abrutis. Je fais un nom énergique de la tête que Dico accueille d'un sourire radieux. Je sens qu'on va vite devenir amis, tous les deux. Je l'observe du coin de l'œil. Des cheveux presque rouges coupés à la garçonne, des cils et des sourcils de la même couleur, une peau laiteuse couverte de petites taches de son. Moi, je la trouve à mon goût, cette rouquine. D'autant qu'elle respire la bonne humeur et la joie de vivre. Non, mais cette remarque de beauf, il est censé avoir 13-14 ans. Ça me change de ma ronchon de sœur. Le cours de Madame Leroy se poursuit, monotone. Le roi de Navarre, le futur Henri IV, qui venait d'épouser Marguerite de Valois, ne dut son salut qu'à l'abjuration solennelle de sa foi. Vivement la récré qu'on fasse un peu mieux connaissance. En même temps, c'est en Seine-et-Marne, Rideau. Seine-et-Marne, tu t'attends à quoi? Sérieusement. Il y a vraiment genre des vieilles remarques pauvres. Allez, moi je la trouve à mon goût, la petite rouquine. C'est une meuf qui a écrit ça. Hein. Pour une fille, elle a de l'audace, ma sœur. Hein. Et ne dites pas, ça a 30 ans, gna 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 gna. Y a pas ça dans le Seigneur des Anneaux. Il dit pas, elle est à mon goût, la petite rouquine. Bon, y a pas beaucoup de meufs aussi, mais il y en a. Si, enfin, dans le Seigneur, après, dans les autres, il y en a. Bon, pas dans le Hobbit, mais dans le Silmarillion. Et il dit pas, elle est bonne, la petite rouquine. Allez, dernier chapitre. On lit un dernier chapitre. Oh, ça aurait fait 2 heures de strip, c'est pas grave. Chapitre 10. L'autre visage dans le miroir. Alors comme ça, tu habites dans la maison abandonnée? S'exclame Dico. On s'est assis, elle et moi, entre les racines du grand châtaignier qui domine la cour. Autour de nous, le sol est jonché de feuilles mortes que recouvre à chaque coup de vent, celles tombant des branches en pluie couleur de rouille. Dico aussi a de l'automne dans les cheveux. Si ça se trouve, en hiver, elle sera chauve. Je lui dis, et elle éclate de rire. C'est bien la première fois qu'on me compare à un arbre. On m'a déjà traité de renarde, de poil de carotte, de tomato ketchup, mais jamais d'arbre. S'il y a des naines chez Tolkien. Attendez, Lordiane va répondre à toutes vos questions Tolkien. Puis, redevenant sérieuse, alors, c'est comment là-bas? Où ça? Bah, dans la maison abandonnée. Elle n'est plus abandonnée puisqu'on y vit avec ma famille. En quelques mots, je lui raconte notre héritage, le déménagement, le parc, la statue, en omettant toutefois de faire allusion à la chambre rose et aux étranges métamorphoses de ma sœur. Pour cela, j'attends que nous nous connaissions mieux. Tu sais, on raconte plein de choses ici sur la villa Rosté, explique la rouquine. C'est pour ça que les copains te regardent de travers. Personne n'a jamais osé y entrer. On dit qu'elle est hantée. Je crois qu'il s'est passé une drôle d'histoire là-bas dans le temps. Un crime ou quelque chose dans ce genre. Une douleur sournoise me vrille l'estomac. Un crime? Oui, ou bien un accident, je me souviens pas exactement. Un drame, en tout cas. Quelqu'un est mort.
Ma grand-mère a connu les propriétaires. Elle se rappelle peut-être de cette histoire. Si tu veux, je lui demanderai. Ce soir, je suis de meilleure humeur qu'hier parce que maintenant, j'ai une copine. Par contre, ce que j'ai appris sur la villa Rosté n'est pas fait pour me rassurer. Plus ça va, plus je pense qu'il faudrait que je prévienne mes parents. Oui. À peine rentrée de l'école, Violette est montée comme une flèche dans la chambre rose. Au moins de ce côté-là, je n'ai aucun souci à me faire. Rien ne peut lui arriver. Rencontrer un fantôme, évidemment. Un fantôme? Pourquoi pas un vampire tant que j'y suis? Ou un spectre? Ou un mort-vivant? Un fantôme? Non mais n'importe quoi. Pourtant, ça expliquerait bien des choses. Les petits tapotements, entre autres. Et même, une bouffée d'angoisse me serre la gorge. Et même l'invraisemblable comportement de ma sœur. Comment a-t-elle pu découvrir une vieille poupée enterrée au fond du jardin si personne ne lui en a indiqué l'emplacement? Et si ce qu'on raconte dans le village était vrai? Si la chambre rose était vraiment hantée et que ma sœur communique avec les esprits? La bouffée d'angoisse augmente. Il faut que j'en parle à mes parents. Mais me croiront-ils? Il vaudrait peut-être mieux que j'essaye d'abord de discuter avec Violette. Elle ne va quand même pas me faire la gueule jusqu'à la fin des temps. Après tout, je l'ai juste traitée d'avorton. C'est pas si terrible comme insulte. Et à mon avis, elle doit avoir sa petite idée sur ce qui se passe. Je suis sûre qu'elle sait des choses que j'ignore. Bon sang, la voilà la raison de son hostilité. On lui a demandé le secret. Et elle a tellement peur que je l'oblige à trahir ce secret qu'elle me repousse. Mais oui, c'est certainement ça. Même si nous nous disputons souvent, nous avons toujours tout partagé. Pourquoi notre complicité aurait-elle disparu d'un seul coup? Parce qu'elle a juré à quelqu'un de se taire. Mais à qui? À un fantôme? Je délire complètement, moi. À force de réfléchir, j'ai le cerveau qui se ramollit. Ce sont les boniments d'Ico qui me montent à la tête. N'empêche qu'il y a un mystère autour de ma sœur. Depuis 2 jours, elle n'est plus du tout comme d'habitude. Le plus simple, n'est-ce pas d'aller tout bêtement lui poser la question? Violette! Je pousse la porte de la chambre. Mais, de saisissement, je sens mes jambes mollir et d'insupportables picotements envahissent mes orteils avant de remonter dans mes chevilles et mes mollets. Une scène irréelle s'offre à moi. Parmi les coussins d'un fauteuil d'osier, une petite fille d'un autre âge est assise. Je ne vois pas bien son visage, mais le halo de la lampe éclaire ses longues boucles blondes, sa robe de dentelle et ses pieds chaussés de bottines à boutons. Elle semble faire la classe aux poupées alignées devant elle. « Joseph, combien font 2 et 2 ?» demande-t-elle à un poupon en costume marin. Comme le poupon ne répond pas, elle le désigne d'un doigt accusateur. « Vous ne connaissez pas votre leçon, vilain enfant? Très bien, vous serez fouetté. » Il y a tant de méchanceté dans sa voix que je ne peux m'empêcher de frémir. C'est l'instant qu'elle choisit pour se tourner vers moi. « Qu'est-ce que tu me veux, Cyril ?» J'en reste pétrifiée. « Violette, ça alors? Je ne t'avais pas reconnue avec tes couettes défaites. Où as-tu trouvé ces habits? » Dans l'armoire, tiens, cette question. On n'a pas d'idée d'être aussi bête. Pourquoi tu m'agresses? Je ne t'ai rien fait. Comme une furie, ma petite sœur saute sur ses pieds et me fait face. La rage déforme ses traits, ses yeux lancent des éclairs. « Tu ne m'as rien fait !» fulmine-t-elle. « Ça, c'est la meilleure !» Mais enfin, tu deviens folle ou quoi? Qu'est-ce que t'as contre moi? Violette est vraiment hideuse avec sa grimace de rat. On dirait qu'elle s'apprête à mordre. Je n'avais jamais remarqué que ses dents étaient aussi pointues. « Tu es mon grand frère, voilà ce que j'ai contre toi, et je déteste les grands frères !» Avec un rugissement, elle me fonce dessus. Et j'ai honte de l'avouer, je prends la poudre d'escampette. Bien que je sois 10 fois plus fort qu'elle, tomber entre les mains de cette inquiétante fillette, cette fillette qui, j'en jurerais, n'est pas tout à fait ma sœur, m'épouvante. Je n'ose imaginer de quoi elle est capable. Une effroyable haine émane d'elle. Effroyable et inexplicable. Une haine inhumaine. Sans hésiter, elle se lance à ma poursuite. L'un derrière l'autre, nous dégringolons l'escalier jusqu'au rez-de-chaussée, puis nous pénétrons hors d'haleine dans le salon. En passant devant le miroir, je pousse un hurlement, car dans le reflet de mercure, la petite fille qui me suit n'est pas Violette, ses traits sont différents. Elle a le visage d'Emma.
L'émotion m'ayant fait ralentir, le petit démon se jette sur moi, toute griffe dehors. Je pousse un cri strident. Au même instant, un ronronnement de moteur résonne dans l'allée, puis un bruit de clé dans la serrure. Aussitôt, mon ennemi me lâche, tapote sa jupe, remet de l'ordre dans ses cheveux et suit son front en sueur. « Bonsoir mes chéris !» claironne maman en ouvrant la porte. « Bonsoir, maman !» répond Violette de sa voix habituelle. Je reste abasourdie. Elle est subitement redevenue elle-même. Ou alors elle fait semblant. La peur me tord les boyaux. Je dois me retenir pour ne pas crier. Mais ça servirait à quoi? Nos parents ne comprendraient pas. Si je leur disais ce que j'éprouvais envers ma petite sœur, ils me prendraient pour un fou furieux. Et ce que je suis peut-être, après tout. Qu'est-ce que c'est que cette tenue, ma puce? S'exclame maman. Violette tourne coquettement sur elle-même, ce qui a pour effet de soulever sa jupe comme une corolle de fleurs. Je me suis déguisée pour jouer avec Cyril. Maman baisse les yeux, me découvre par terre. J'ai les jambes si flageolantes que je n'arrive pas à me mettre debout. Qu'est-ce que tu fais là, toi? S'étonne-t-elle. Il était le cheval et moi sa cavalière, s'empresse de mentir Violette. Drôle d'amusement pour un adolescent, ronchonne papa en entrant à son tour. Honnêtement, tu trouves que c'est de ton âge, Cyril?